Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Sciences Po Rennes TV. On est ici actuellement au Diapason à Beaulieu pour une soirée exceptionnelle avec 12 jouteurs pour le prix Badinter. En effet, ces 12 jouteurs vont s'affronter entre clash, humour, réaction du jury. Tenez-vous prêts. Voilà, une soirée exceptionnelle et elle est évidemment en dispo sur YouTube, sur le compte YouTube de Sciences Po Rennes TV. C'est maintenant, profitez-en parce que nous on a beaucoup kiffé, je crois, on a vraiment kiffé cette soirée. Puisque vous n'êtes pas venus, profitez-en du spectacle, c'est parti. Chers membres du jury, ce soir je ne vous serre pas la main. Vous comprendrez aisément pourquoi. Ok, je vais sortir une nouvelle joute. Mais avant, il faut qu'on revoie les bases. Je vais faire un discours simple, où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Si tu as fait histoire de la Chine, sociopolitique de la Chine, environnement des affaires en Chine, et chinois, pour au final ne pas pouvoir aller en Chine, eh bien c'est ton problème. Fallait aller à Santiago. Simple. Si tu as produit un j'accuse, mais que c'est toi qui finis accusé pour tes multiples violences qui, entre autres, c'est toi le problème. Et j'espère que tu finiras en homme seul, seul avec l'artiste, seul avec tes statuettes et accompagné de notre dégoût, basique. Si pendant que tu étais ministre, tu envoyais des MMS douteux à n'importe qui, et que ça se sait un jour, c'est ton problème. Le vrai danger pour la démocratie, ce n'est pas quand on spignole devant une caméra, mais quand on prend de haut les Français, qui fument des clopes et roulent au diesel. Simple. Vous la sentez, ma solitude face à vous? Je suis là, seul, et vous êtes là devant moi. Ça va, vous n'êtes pas 5000. Vous êtes là, comme un mur, comme un rempart, prêt à rire à mes blagues ou à me juger à la moindre défaillance. Vous le ressentez, ce sentiment de vide? Et je ne parle pas ici de certaines conférences de l'IEP. Et encore, on peut débattre. Non, ce vertige de la solitude, on l'a tous éprouvé. Dans de nombreux aspects de nos vies, nous sommes seuls, seuls face aux autres. Mais si l'enfer, c'est les autres, si on ne peut s'extraire du jugement des autres, l'enfer, c'est aussi soi-même. On ne peut s'extraire de sa propre bêtise, de sa propre connerie. Comme le dit le grand et immense Christophe Maé, il y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient, ces dimanches soirs dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. C'est alors que, dans ce genre de situation, on est seul face à nous-mêmes, face à nos décisions, face à nos problèmes. Je vais vous raconter l'histoire de Vincent Ieski. Vincent, donc, lors de la Saint-Valentin, Vincent s'est fait larguer. Et il a mal, Ieski. Oh, je vous trouve un belon à la détente. Bref, il appela alors dans sa détresse ses deux amis de toujours, Benoît et Didier, et ils décidèrent de se rendre en boîte. Mais Didier n'a pas pu rentrer car il était mineur. Alors Benoît dit à Vincent « J'irai où tu iras » et ils se rendirent dans le bar de tabac rue des Moulins, où ses amis tentèrent de lui mettre du baume au cœur. Là, durant 1 heure, il chercha des coupables à l'échec de son couple. Son ex, son beau-père, un grand gaillard toujours jetlagué, qui de toute façon ne l'avait jamais aimé. Homme pieux, il accusa même la Santa Marta de las Iglesias. Enfin, il reporta la faute sur ses deux amis avant d'en venir aux mains avec eux. Alors, le gérant du bar, Patrick, le floqua à la porte. Seul, isolé de tous, il comprit alors que son malheur n'était lié à personne. Et Tilly Prix qui croyait prendre, c'était lui le problème. À chercher des coupables, il ne s'était jamais remis en question. Idiot que tu es, toi, qui accuses toujours l'autre, toi qui penses que tes mots ne viennent uniquement que des autres. Coupable de rien, victime de tes amis, de tes ennemis, du monde entier selon ses dires. Toi, tu finiras seul, seul. Et là, battu par les flots impétueux de ta vie, seul sur ton radeau de la Méduse, prêt à sombrer ou à t'échouer, tu te pencheras. Et la seule chose que tu verras dans l'écume, c'est ton reflet. Le voici démasqué, le responsable, ce monstre, cet ennemi de toujours. Le vrai problème dans ta vie, c'est toi. Et c'est généralement trop tard que l'on comprend cela. Bon, j'avais aussi pensé à Bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal alors. Je ne dis pas que c'est forcément toi le problème, mais il faut y songer sérieusement. Car tout n'est pas perdu. Il faut se remettre en question, en couple, en amitié, dans la société, et même en tant que société.
Nous devons aller contre nous-mêmes, et ce n'est que dans cette lutte interne, dans cette autodestruction, que nous trouverons notre propre salut. Vivre dans le confort bourgeois de sa propre vision des choses ne permet pas de constater sa responsabilité dans son propre malheur. Tout le monde a envie d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer, des bras pour trouver un réconfort. Alors, pour éviter de finir seuls face à nos problèmes, rangeons nos égos et soyons humains dans nos rapports à l'autre. Alors, on se sentira moins étranger au malheur des autres, et in fine à notre propre malheur. Je vous remercie. Je me sens honorée, mais surtout très effrayée d'être devant vous ce soir. Tout le monde ici ne me fait pas peur, non. Seulement 5 personnes. 6, depuis que Pauline Charpentier a appris que j'ai balancé une info sur elle à son contradicteur. Donc, intimidée, inquiète, mais si un sentiment devait se démarquer, c'est que je suis vraiment heureuse d'être venue et de pouvoir partager mon problème avec vous ce soir. Mon problème, depuis 2 semaines, ce n'est pas l'apparition en Allemagne d'un clone maléfique de Greta Thunberg, ni la crise sociale engendrée par la fermeture du rue, et encore moins d'avoir été invitée à boire un verre avec les rapatriés de la 3A en Chine. Non, c'est bien moins toxique. C'est tout simplement que je ne sais absolument pas comment répondre à cette phrase à la négative. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai cru à cette phrase pendant des années. Je pensais que si j'étais tout le temps seule, c'est que ça devait sûrement être moi le problème. Ces 2 dernières semaines, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir. Ce soir, je viens vous montrer pourquoi j'avais tort. Si tu as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que tu en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu ne te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. Quand on est au lycée, assez isolé, la chanson Note pour trop tard n'est pas anodine. On l'entend une première fois, elle nous reste en tête, et on commence à se dire que oui. Ce sentiment de solitude qui t'attrape au cours des soirées, ces potes que tu n'arrives jamais à recontacter, les personnes qui nous plaisent sans jamais de premier pas, et même ton corps que tu ne comprends pas. Oui, tu te dis que toi, c'est ça qui ne va pas. Alors, on essaye de s'intégrer, de ne pas dépasser, sans montrer que les choses nous fragilisent, nous immobilisent, et qu'on se débat sans fin avec notre problème, nous-mêmes. J'ai repensé à tout ça, et j'ai décidé que j'avais perdu beaucoup trop de temps à me détester. Alors, j'ai commencé à écrire. Cherchant à contredire Aurel, j'ai tenté. Souvent seule avec tes problèmes, c'est peut-être les autres le problème. Toute seule pour une première ébauche, je parlais de 1888 dans l'Empire ottoman, de l'administration et des cours d'allemand, tout en plaçant vers la fin mon ex-copain et l'enfer d'obtention des visas indiens. J'ai relu ce que j'avais écrit. J'ai brûlé la feuille. Ce n'était pas de la colère que je voulais apporter ce soir. Les jours sont passés. La page blanche, l'angoisse, le vide. Un matin, j'ai pris mon problème à 2 mains. Je suis allée dans le salon, je l'ai posé devant mon copain. Il tuait des bestioles en ligne. Et je lui ai dit, « Mignon, je n'ai pas écrit une seule ligne. » Alors j'ai partagé mon problème. Nous l'avons étudié. Il m'a dit, « Tu vas y arriver. Crois en toi. Ne reste pas dans le bas d'Inter, dis-toi de baisser les bras. » Alors, mon problème dans mon sac, j'ai pris le train pour le Finistère. Je l'ai montré à ma maman, à mon père, à ma petite sœur et à mon petit frère. Puis je suis sortie voir des amis. Déjà, mon problème avait dégrossi. À Brest, avec ma bande de potes, mon problème circule, je prends des notes. Escale rapide chez mes 3 grands-parents. Leur récit allège mon problème lentement. Mes 2 meilleurs amis se joignent à la bataille. Déjà, il est temps que je m'en aille. Je retrouve Rennes, les alertes au coronavirus, ainsi que mon copain, encore sur Dofus. Accompagnant mon problème en haillons, je croise Pauline, Bastien, Anouk, Edmond, Violette, Sarah, Pierre, Héloïse, Marion, et au fil des discussions, je trouve la solution. Mon problème se change en encre, et aujourd'hui, je vous dis, nous ne sommes pas des problèmes. Le seul problème qui soit, c'est d'avoir des difficultés, et d'être seul pour les affronter. Mon problème, une fois partagé, c'est volatiliser. J'ai jamais regretté de demander conseil, ni d'appeler quelqu'un. Souvent, tu crois que c'est chelou, mais tu fais ce qui est bien. Alors on vous dira que la vie est une fête aujourd'hui, mais pour Aurel et moi ce soir, la fête est finie.
Chers membres du jury, cher Rodrigue, éternel contradicteur, cher Alex, cher public, chers camarades et les autres. La vie est une fête. L'usage voudrait que je glisse malicieusement une petite phrase en référence à Cyril Hanouna. Mais vu les propos tenus par certains dans cette IEP, pourquoi se moquer de Cyril? Après tout, de tous les trublions, les diplômés n'en sont-ils pas les plus risibles? Oui, on peut tous très mal tourner, comme Carole Gandon. La vie est une fête, convient l'heure du midi, mais le rue ferme et c'est le drame. Un mois sans le sourire de Brigitte et de ses collègues, rayon de soleil dans la grisaille d'un cours de droit privé. La vie est une fête, et il y en a toujours qui font une contre-soirée dans la cuisine. Un peu comme ce pote relou, comme Abdulhamid II, vous savez, qui complote dans votre dos. C'est vraiment insultant. La vie est une fête, comme une ultime joute, une poignée de mots qu'on lance à qui veut bien l'entendre. Il faut l'ouvrir pour qu'elle ne soit pas gâchée, l'ouvrir contre les injustices, l'ouvrir contre la poignée de royalistes, contre les comportements sexistes qui persistent dans le cloître, contre le crit, symbole du mal corporatiste. Et puis l'ouvrir pour le plaisir, pour le goût des mots, pour ne pas laisser glisser la parole, pour capter l'oreille et le regard d'un public attentif et malicieux. La vie est une fête, et les Romains l'avaient bien compris. Panem et circenses. Occuper les esprits pour mieux détourner les regards. Mais c'est d'une autre fête dont je veux vous parler. La vie est une fête, et dans ce spectacle cynique, nous autres ne jouons pas un rôle, non. Nous sommes à peine des figurants relégués en arrière-plan. Tout juste avons-nous le droit aux miettes. Mais merci. Merci à ces grands seigneurs qui psalmodient jour et nuit au ruissellement. Nous nous abreuvons sans soif à ces quelques exquises gouttes qui coulent le long de votre bouche. Mais pour vous, la fête a assez duré, et nous vous donnons raison, oui. Chaque samedi, chaque jour, et autant qu'il le faudra, dans la rue aussi, avec des cocktails, la fête est plus folle. La vie est une fête autant qu'elle est douloureuse, de l'ivresse de la joie à la nausée, du dégoût. La vie est une fête, est-il écrit en gros sur l'étiquette, mais pas pour tout le monde, écrit en minuscule au bas de la page au verso. La vie est une fête pour ces petits bourgeois qui trinquent à la Startup Nation. La vie est une fête pour les actionnaires de BlackRock face à la montée en valeur de leurs actions. La vie est une fête pour ces marchands de mort qui livrent par centaines les cartons de LBD qui iront éborgner ces ringards, ceux qui ne sont rien et qui ne trouvent que le mépris qu'on daigne leur accorder en traversant la rue. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des puissants. Mais la vie est aussi une fête quand les peuples s'émancipent de leurs bourreaux. Une fête en 1871 quand la Commune fleurissait. Une fête encore en août 1944 dans les rues de Paris. Une fête en appelle une autre et autant de défaites. Mais si la vie est une fête, comment rembourser la dette? Que vous êtes naïf. Que vous êtes naïf. Vous travaillerez jusqu'à en crever. Il n'y a pas d'argent magique. Marche ou crève. Oui, toi. Non, n'essaie pas de te cacher, je te vois. Oui, tu oses défier l'autorité? Tu oses danser et chanter un soir de fête de la musique après l'heure réglementaire? 21 juin 2019. Que Steve aurait aimé que la fête ne soit pas gâchée. N'a-t-il eu le temps de le dire une dernière fois que la police exécutait, non sans elle, sa sale besogne, ordonnée par le préfet? Mais qui a tué Steve? La fête ou les briseurs de fête? Qui a ôté de ses lèvres l'ultime soupir alors qu'il donnait corps à cette locution? Quoi qu'Alex vous dise, chère assemblée, ne te laisse pas avoir par les acrobaties des pessimistes. Aussi amère puisse-t-elle être, nous continuerons de souffler sur les braises de la fête et nous garderons l'audace de provoquer le futur. Le monde peut être beau, la vie peut être douce. Et ce n'est pas parce que nous sommes dominés que nous ne pourrions pas ajouter une pincée de fête carnavalesque à nos espoirs et à nos désillusions. Quoi qu'il arrive, nous sommes de celles et ceux qui préfèrent couler en beauté plutôt que flotter sans grâce. Comme tant d'autres, je ne suis pas fait du bois de ceux qui gagnent, mais de celles et ceux qui luttent. La vie est une fête, une zone à défendre avant qu'il ne soit trop tard, car notre fête est leur cauchemar. Public, membres du jury,
Cher Jim, vous avez tous été invités à la vie, mais l'invitation n'a pas à vous réjouir. Vous pensez arriver à une soirée sympathique, avec des invités qui ne vous veulent que du bien. Vous ne découvrez que traîtrise, tromperie et violence. Vous ne pouvez même pas choisir la musique. D'ailleurs, tout là-bas, dans son coin, Abdul a mis 2 litres d'eau dans son vin. Mais cela ne l'empêchera pas de se disputer avec un autre invité à un moment de sa vie. Désolé, Abdul. Commençons par les invités de sa soi-disant fête, dont on fait tous partie. L'être humain déçoit, trahit, ment, tue. Il n'est pas digne de confiance. On ne peut trinquer avec lui. Chacun d'entre nous a pu faire cette expérience par la vision d'amitié qui se déchire, d'histoires d'amour qui vacillent, de tueries commises ou d'insultes émises. Comment est-il possible de croire que la vie est une fête quand on vit ou apprend ces drames de l'existence? Pour celle qui a vu de ses yeux la violence sans nom des hommes lors d'une guerre, pour celle qui, éloignée de sa famille, se retrouve à traverser la Méditerranée, fuyant la misère et la guerre, ou encore pour celui qui a demandé à ses amis de l'attendre dans le cloître pour le rue et qui se retrouve seul, esseulé dans une queue sans fin, n'ayant plus accès à ces desserts qui feraient le bonheur de n'importe quel gourmet. Et oui, même le sourire réconfortant de Brigitte ne peut pas réparer tous les cœurs blessés. Ces personnes qui ont vécu des drames humains se retrouvent à souscrire à cette maxime. Quiconque n'est pas misanthrope à 40 ans n'a jamais aimé la vie, du conte de Chamfort. Ou celle de l'immense poète Fatal Bazooka. Pourquoi la vie est une chienne et moi son réverbère? Pourquoi avant de sortir elle a bu 100 litres de bière? Mais alors vient celui qui, dans une danse virevoltante, vous témoigne qu'il est possible de faire de sa vie une fête, peu importe les invités ou les difficultés. Vous énonçant qu'il suffit de sourire à la vie pour qu'elle vous sourisse en retour. Et vous, étourdi par la cacophonie criarde des cactages en chœur des colibris, récitant de manière récurrente les critineries abrutissantes de Pierre Rabhi. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Insurgez-vous face à ces inepties, face à ce mépris, face à cette idiotie. En effet, il est tellement plus facile de faire de sa vie une fête lorsqu'on est abronzé sur une plage en Martinique qu'en tant que travailleur précaire ou en tant que chômeur. Allez dire à ces gens qui doivent se lever parfois à 5 heures pour prendre le train pour se rendre à un travail harassant qu'il est de leur responsabilité de faire de leur vie une fête. Allez dire à ceux pour qui c'est difficile les 30 derniers jours du mois qu'il suffit de traverser la rue pour trouver une fête. Allez dire à celui qui, à 23 heures, avec un shooter de vodka mal passé, se retrouve sur la cuvette à ressentir la terre tourner sur elle-même. Quel mépris. La lucidité vaut toujours mieux. Je ne veux vous mentir sur ce que vous avez pu ressentir sur la vie. La tristesse, le néant ou le spleen, n'en déplaise à Angèle, sont toujours à la mode. Tout, il faudrait tout oublier. Et puis quoi encore? Si, sur votre carton d'invitation pour vous rendre à une soirée, on vous promettait drame, déchéance, torture, mort, iriez-vous? Pourtant, on est tous là, et on continue de vivre. Il ne faut pas s'y méprendre, au risque de se rendre inconsolable. À cet égard, un dessin de Claire Bretétcher me revient. On y voyait Agrippine, une jeune adolescente, en pleurs, accablée par ce néant qui fait la vie, et une mère essayant de la consoler au fil des dessins. Au bout d'un moment, énervée et à court d'arguments, elle lui dit « Bon, vivre est horrible, tout effort est voué à l'échec. On vit seul, on meurt seul. Le monde est vide, l'amour est un leurre, les enfants des boulets, l'avenir est le fossoyeur de la jeunesse, et les fesses ne se remusclent jamais. » Suite à ça, Agrippine sèche ses larmes et proclame « Ça me fait un bien fou ce que tu me dis. » Ainsi, séchez vos larmes. La vérité sur la tristesse n'est pas triste. La vie n'est pas une fête, mais cela ne condamne pas la vie pour autant. Tous, autant que nous sommes, nous allons vivre avec nos tristesses, notre solitude, notre sentiment de néant. Il va falloir se battre pour qu'on vous aime, pour gagner de l'argent, pour vivre, mais le combat vaut le coup. Pour toutes ces fois, on oublie qu'on est vivant, où on aime, où on se marre, où on vient de finir de vomir, et ça va quand même beaucoup mieux. Alors, comme dirait Kerry James, parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas, si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche, lève-toi et marche. Cher auditoire, venez écouter des cantilènes oratoires de discoureurs bien trop occupés à vous émouvoir.
Chers jurés, venus endurer les palabres de parleurs affairés, à vociférer un manuscrit raturé, souvent édulcoré. La sens-tu? L'odeur du temps qui passe, le temps qui court, qui nous rend sérieux. Il nous fait grandir, physiquement d'abord, mentalement ensuite. Et pour beaucoup, grandir est l'assurance d'obtenir de l'influence, de l'importance, de la reconnaissance. Mais ne te leurre pas, grandir n'est pas une fin en soi. Ne grandis pas, c'est même un piège. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un enfant de 10 ans qui s'appelle Casimir. Casimir mène la grande vie à Rennes. Ses parents, Alan et Hervé, sont tous deux magistrats du siège au tribunal d'instance de Rennes. Son enfance se réalise donc dans l'abondance, l'aisance et l'insouciance. Mais le sens de sa vie était sur le point de changer. Un vendredi soir, Hervé revint du travail totalement chamboulé. Dans la journée, il avait eu à statuer sur le cas d'un ancien chaudronnier d'une 40aine d'années, licencié et jugé pour 1 an de loyers à payer. Malgré des suppliques désespérées, son bail a été résilié et son expulsion prononcée. Le pauvre homme, divorcé, avait la garde alternée de ses 3 garçonnets. Mais sans être rémunéré et sans endroit où loger, il ne pouvait espérer un jour revoir sa couvée. La sentence fut terrible à prononcer pour Hervé. Mais la justice est une machine rongée par l'inhumanité et qui, parfois, condamne des damnés à vivre exilés, écrasés sous le poids des responsabilités, car, chère assemblée, grandir n'est pas synonyme de prospérité, non. Grandir, c'est se confronter à des responsabilités qui nous font ramer et galérer. Le lendemain, Alan et Hervé décidèrent de faire un tour chez une de leurs amies, Corinne, qui habitait à la campagne, pour décompresser. Corinne avait une écurie uniquement remplie de poulains. Cela émerveillait Casimir, qui se demandait tout de même où étaient passés leurs parents. « À l'abattoir !» lui répondit-on. Horrifié, il cria aux poulains « Ne grandissez pas, c'est un piège. Ça vous mène tout droit vers la mort. » Car oui, grandir, ce n'est pas seulement subir des responsabilités écrasantes, mais c'est aussi se rapprocher d'une mort toujours plus imminente. Tic, tac, tic, tac. J'ai le bonheur de vous annoncer que vous venez de vous rapprocher de votre trépas et que vous ne pouvez rien faire pour lutter contre cela. J'ai aussi le bonheur de vous annoncer que la calvitie de Vincent Valentin vient de se creuser et qu'il ne peut pas faire grand-chose pour la freiner. Angoissant. Décoiffant, non ? Car, vous l'aurez compris, grandir n'est qu'un leurre. Et même si Pauline, ma chère contradictrice, vous dira le contraire, ne l'écoutez surtout pas. Comment la croire ? Puisque du haut de son 1,55 m, elle va oser vous parler des bienfaits de grandir. Belle ironie. Belle ironie. C'est comme si le PSG donnait des conseils pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, ou que Benjamin Griveaux incite à garder pour soi les images de son service 3 pièces en action. Grandir n'est qu'un leurre, car il nous pousse à ne pas profiter du présent pour ne penser qu'au futur. Et oui, tenez, quand on est en primaire, on rêve d'entrer au collège, chez les grands. Une fois qu'on y est, on ne rêve plus que de le quitter pour gagner l'autonomie du lycée. Et puis, une fois au lycée, y en a qui sont pressés de suivre un enseignement pluridisciplinaire et de qualité à Sciences Po. Drôle d'idée. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, ce sont les projets du futur lorsqu'on grandira qui nous font vivre. On idéalise d'ailleurs souvent ce futur tant désiré, alors qu'il ne s'avère jamais à la hauteur de nos attentes. Et ça ne provoque que mécontentement, désappointement, désabusement, découragement, mais surtout désenchantement. Oui, grandir, c'est aussi avancer de désillusions en désillusions. Le temps fait son office et ne vous attend pas. Mais mes amis, ne désespérez pas, il y a un remède à tout cela. Ne grandissez pas, ne vous prenez pas au sérieux, profitez du présent, vivez. Vivez, sortez, buvez, plaisantez, buvez, aimez, buvez, mais par pitié, vivez. Vivez avant de le regretter. Merci. Cher public, cher jury, cher Sacha, quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris que le sujet qui m'avait été attribué est « Ne grandis pas, c'est un piège » à la négative. Je me suis en effet dit que parfois, les choses étaient sacrément bien faites.
Qu'on me demande de défendre cette position, à moi, qui ai besoin d'un marchepied pour faire cette joute. Moi, dont l'unique désir a longtemps été de grandir désespérément, qui ai subi des moqueries à cause de ma petite taille, de ma bouille infantine. Moi qui me suis fait mal à porter des talons trop hauts, et qui même encore aujourd'hui essaye de porter des jupes courtes dans l'espoir de faire paraître mes jambes plus longues et plus minces. Non, je me suis dit que c'était un vrai signe du destin. Vous voyez, l'autre jour, j'étais au théâtre, et j'ai vraiment passé une très mauvaise soirée. Peut-être était-ce dû à la qualité de la pièce, me direz-vous. C'est vrai, c'était franchement pas terrible. Mais pire encore, ma piètre soirée était causée par un inconfort lié à mon incapacité, alors que j'étais assise dans le fauteuil, à toucher le sol avec mes pieds. C'est dans ces moments-là que je me dis qu'être grand, ça doit avoir ses avantages. Marche aussi avec la pratique du sport au collège et au lycée. Mais je m'apitoie sur mon sort, d'autant que nous savons tous que cette citation ne se concentre pas vraiment sur l'aspect physique de grandir. Après tout, Peter Pan ne m'est jamais apparu comme spécialement petit, mais plutôt comme bloqué à tout jamais dans un corps beaucoup trop développé par rapport à son âge mental ridiculement bas. D'ailleurs, passons rapidement sur le caractère légèrement paranoïaque de cette citation. Si Peter Pan était adepte des théories du complot, il rajouterait sûrement que grandir est une conspiration d'ampleur mondiale orchestrée par les islamo-gauchistes reptiliens. Non, il faut revenir à la réalité. Grandir est inéluctable, ainsi que souhaitable. Après tout, qui ne s'est jamais dit en fumant sa chicha « s'agirait de grandir, s'agirait de grandir ». Je ne comprends même pas qu'on puisse désirer rester en enfance. On est petit, moche, on est dépendant de ses parents pour tous les actes quotidiens, on croit à des trucs débiles comme le Père Noël, la petite souris. On est aussi beaucoup plus égoïste, ignorant de nos problèmes, des problèmes des autres, seulement focalisé sur notre petite personne, c'est le cas de le dire. Non, chacun doit prendre ses responsabilités et essayer d'évoluer en tendant à devenir un adulte responsable et équilibré. De plus, le processus de croissance s'accompagne d'une forme d'émancipation qui ne peut être que bénéfique. Nous nous détachons de l'oppresseur parental, nous volons de nos propres ailes, nous augmentons notre potentiel d'action. En bref, nous devenons libres. Et comme disait Jean-Paul Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Nous ne pouvons pas dire non à cette liberté, nous ne pouvons pas faire le choix qui s'avérerait bête et méchant de rester en enfance, mais nous pouvons seulement faire en sorte d'utiliser cette liberté au mieux. Je vous l'accorde, ce processus peut être douloureux. Nous pouvons être confrontés à des choix compliqués. Partir de la maison, rester chez ses parents, partir en 3, même si le coronavirus se répand à une vitesse folle. C'est pas facile tous les jours d'être adulte. On se prend à regretter le temps de l'enfance, où le dilemme le plus compliqué était sûrement le choix entre la glace à la vanille et la glace au chocolat. D'ailleurs, en tant qu'adulte, maintenant on sait que la meilleure solution, c'est de prendre les deux. Enfin bref, c'est pour ça que parfois, nous cherchons à retomber en enfance. Je concède volontiers à mon contradicteur que moi aussi j'adore manger un peu n'importe quoi devant un bon dessin animé. Cela m'aide à penser à autre chose, à m'échapper pendant quelques temps des contraintes du quotidien. Mais ce n'est que transitoire, ce n'est bon que parce que ça a une fin. Et jamais je ne voudrais me retrouver bloquée en pyjama, en pilou, avec un peu de Nutella devant Dora l'exploratrice. Avouez-le, on est tous contents d'avoir gagné en liberté, notamment depuis que nous sommes majeurs et partis pour l'université. Par exemple, le vote, le permis de conduire, les boîtes, l'alcool, le sexe. Mais arrêtons là ces considérations triviales. Nous mûrissons, notre réflexion s'affine. En somme, nous devenons des sages. Un sage se reconnaît à quelques signes physiques bien particuliers. Les lunettes, la perte de cheveux. Regardez la calvitie de Vincent Valentin. Il ne vieillit pas, il mûrit. Et bientôt, il sera le sage parmi les sages de Sciences Po Rennes, après les chauves illustres que sont Bruno Tilly et Benoît Géry. Et si ça angoisse tellement certains de devoir grandir, dites-vous que la vie est un cycle. Quand on sera vieux, on sera dans le même état qu'à la naissance, en couche et dépendant. D'ici là, profitez bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux de faire partie des 12 apôtres qui vont prêcher la bonne parole ce soir. Mon objectif est de vous endormir encore plus rapidement que lors des dernières joutes. Bon,
Ma troisième phrase a été un peu perturbée par l'épidémie de coronavirus. Il est intéressant de constater les répercussions que cette épidémie peut avoir jusque dans nos discours. C'était, une fois que je vous aurai endormi, vous serez bien reposé pour aller vous trémousser sur la piste de danse de l'INSA, mais compte tenu des circonstances, cette phrase n'est plus valide. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, le jeu n'est pas l'opposé du sérieux, mais de la réalité. On croit souvent, faussement, que le jeu n'est pas quelque chose de sérieux et est une activité futile et vaine. Que nenni! Jeu et sérieux sont intrinsèquement liés. Par exemple, quand vous menez une activité, vous la faites avec le plus grand sérieux. Et cela s'applique aussi au jeu. Quand un enfant monte son château fort Playmobil, quand il dresse les figurines, aligne les traîneaux, couronne les tyrans sans savoir qu'ils sont des tyrans, il joue avec le plus grand sérieux. Ce sérieux ressort quand un monstre surgit. Votre petit frère de 4 ans, il arrive, déboulant dans votre chambre, telle une Panzerdivision dans les plaines polonaises. Vos ingénieux systèmes de contrepoids pouvant lancer des projectiles de 90 kg à 300 mètres ne peuvent rien contre cet envahissement. Alors, votre sérieux ressurgit sous forme de larmes, de sanglots et bien entendu de quelques dents cassées. Ces joutes oratoires sont le meilleur exemple du lien entre sérieux, jeu et de l'opposition de ce dernier à la réalité. Finalement, pourquoi me suis-je arraché les cheveux à écrire un texte de 4 minutes 30 pendant des heures? Pourquoi? Pourquoi jouer ainsi? Pourquoi faire chose si vaine? Parce que, mes chers compatriotes, parce que notre condition humaine n'est que vacuité. Et cette vacuité se ressent partout dans notre existence du fait de la conscience de notre mortalité. Je me demande ce qu'il y a de si drôle dans ce discours, justement, tout à fait sérieux. Enfin bref, continuons. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes aussi tentés d'échapper aux choses qui nous menacent. Ces choses, en latin, nous les appelons res, la réalité. C'est le quotidien qui est autour de nous. Par exemple, la tristesse qu'il n'y ait que 10 députés radicaux à l'Assemblée nationale et qu'ils soient obligés de s'allier avec les indépendantistes corses pour former un groupe à l'Assemblée. Cher public que je ne vois pas, chers organisateurs du prix Badinter, cher jury, très cher contradicteur, bonsoir. Puisque le sujet m'amène à évoquer le jeu, j'encarte sur table. Je déteste ce sujet. Des dizaines d'autres citations auraient été bien plus inspirantes. Un sujet type Éric Brunet sur RMC. La France va-t-elle mieux depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Oui, à l'affirmative. À la négative, oui, mais les Français ne s'en rendent pas compte. Jim non plus. Que sais-je encore? Qu'ils viennent me chercher, de Roman Polanski, ou Branler, c'est pas trompé, de Benjamin Griveaux.
Mais non, je dois me pencher sur cette citation de Freud. L'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. Je n'y arrive toujours pas. On a connu sujet plus inspirant. Et puis Freud, franchement, comment répondre à une telle autorité intellectuelle quand les autres groupes ont eu à répondre à des citations de Peter Pan, de Cyril Hanouna ou pire, de Thibaut Tellier? Pour ceux qui ne l'ont pas compris, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, 4 minutes 30, ça va être long, très très long. Encore plus long quand c'est la deuxième fois que le sujet est évoqué. Encore plus long quand les blagues sont réchauffées. Mais promis, j'en arrête là avec Benjamin Griveaux. Il souffrira sûrement assez ce soir. Encore plus quand le buffet est déjà passé et que vous devez quand même écouter les autres orateurs. Et là, vous comprenez que le jeu auquel je m'adonne ce soir devant vous ne crée pas, comme Louis l'a laissé entendre, une temporalité différente dans laquelle je m'abandonne actuellement. Non. Votre ennui sera total ce soir, sérieux et réel. Alors au moins, souvenez-vous que vous n'avez pas payé pour écouter ce genre d'ineptie ce soir, et soyez indulgents. Merci. Mais reconcentrons-nous un peu sur cet horrible sujet. Je n'ai jamais lu Freud, ni moi, ni aucun d'entre vous d'ailleurs, j'en suis certain, ou alors très peu, et ce sont pour la majorité des menteurs. Pourtant, je suis convaincu que cette citation est un pur mensonge. Le jeu serait l'opposé de la réalité, foutaise. Pourquoi le jeu ne pourrait-il pas être réel et sérieux? Au contraire, le jeu est consubstantiel de la réalité. Comme le bagne ne va pas sans l'argousin chez Balzac, un rue ne va pas sans Brigitte, et une soirée au sur-mesure ne va pas sans sa gueule de bois le lendemain. Qui pourrait réellement croire qu'un jeu n'a pas de conséquences sur le réel? La vie n'est pas une partie de Jumanji. Il serait purement illusoire de croire que le jeu ouvre les portes d'une temporalité flottante où s'extrait le réel. Non, Milan Kundera l'avait déjà compris en écrivant dans Risible Amour. Dans le jeu, on n'est pas libre. Pour le joueur, le jeu est un piège. Non, assurément, il n'est pas avisé de dissocier jeu, sérieux et réalité. Il ne saurait exister une frontière infranchissable entre ces trois idées. Le jeu peut aussi bien être réel qu'il est sérieux. Le sérieux peut être réel comme le réel peut être un jeu. Mélangé, associé, conjugué, le résultat sera toujours le même. Dans le cadre de cette joute, j'ai longtemps cru que j'allais jouer un personnage aigri critiquant une société décadente où la télé-réalité aurait transformé nos comportements en brouillant les frontières entre sérieux et réel. Ma calvitie précoce aura alors accentué ce personnage de vieux con, je le conçois. J'aurais alors pu citer pêle-mêle Frédéric Becbédé, Michel Houellebecq pour tenser les dérives de notre société. Le personnage eût été parfait. Néanmoins, j'ai estimé que le propos aurait été d'une telle lourdeur qu'il eût été nécessaire d'utiliser un ingénieux système de contrepoids pouvant lancer des projectiles de 90 kg sur une distance de 300 mètres pour me sortir de la scène. Ouf, j'ai réussi à le citer. Vraiment, j'ai cru que je n'allais jamais réussir à le placer. Vraiment, rien ne m'aura été épargné ce soir. Ni le sujet, ni ce mot imposé. Vraiment. Qu'importe, nous n'avons pas eu besoin d'attendre la télé-réalité, le mec à Mila, le mariage cousu-mingue de Julien Tanti, qui d'ailleurs, on a appris ce soir, aura un deuxième enfant, ou les infidélités du Jaguar Kevin pour brouiller la frontière entre jeu et réalité. Vous n'avez rien compris, c'est peut-être rassurant. Récemment, pour confirmer cela, le groupe PNL reprenait un verbe machiavélien en chantant que la famille personne... je m'en perds. Que la famille personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans le 9-1 parce que je suis baisé par Paname. Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais niqué le gamme. Je vous laisse y réfléchir. Mais bon, une brève analyse pour ceux qui prétendent comprendre Freud, mais bégayent en thaïlandais quand ils écoutent du PNL. L'homme a une propension naturelle à jouer, à tromper, à esquiver, à corrompre, à abuser, à tel point qu'il croit réussir à s'arracher à la réalité et à ses règles. Il ne s'agit que d'une pure illusion. Le jeu n'est qu'une vaine tentative d'échapper au sérieux de la réalité qui rattrapera toujours le joueur. Plus sérieusement, l'actualité vient frapper mon propos du sceau de la vérité. Admettre que le jeu puisse être l'opposé de la réalité revient, selon moi, à accepter la dichotomie aussi aberrante que dangereuse que certains établissent entre l'homme et l'artiste. Et oui, on y arrive. Non, comme j'ai tenté de le démontrer durant ces 4 minutes, rien ne permet de détacher l'individu de sa réalité. Ni le masque, ni l'illusion du jeu n'effaceront et ne pardonneront jamais le vice. La partie est terminée. Time's up. La règle du jeu a changé, et certains termineront cette partie répugnante par un détour par la case prison. Alors désormais, vous l'aurez compris, un seul mot d'ordre, on se lève et on se barre. Merci. Fermez les yeux. Fermez les yeux et essayez de repenser à ces rares moments où vous avez ressenti la liberté saisir votre esprit, votre cœur, votre peau. Essayez. Concentrez-vous. Vous y êtes? Parce que moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé, et dans chacun de ces instants où j'ai senti mon être vibrer sous la brise de la liberté, dans chacun d'eux,
Une musique était là pour m'accompagner. Est-on jamais plus libre que sur la piste de danse? Je vous le demande. Imaginez-vous. Il est 3 heures du matin, en pleine Manureva. Votre cerveau vous échappe. Vous êtes transporté par le son des basses, et grâce à la musique, tout ce que vous aviez jusque-là contenu s'exprime dans une danse folle, avec la plus grande des libertés du monde. C'est dans ces moments-là qu'on se sent libre. Et la liberté, qu'est-ce que c'est bandant? Un peu comme les MMS de Griveaux, finalement. Enfin, non, ils sont plutôt pendants, ces M&M's. Bref, je sais pas vous, mais aujourd'hui, j'ai envie de me sentir libre, comme à la Manureva. J'ai envie d'être moi. Et quand je me sens libre, ça donne ça. Musique. Charles Tissot aussi se sent libre au son des basses. Il est ici, regardez. Voilà. C'est tout. C'était la preuve en image que si vous laissez la musique vous transporter, celle-ci vous rendra la liberté que la société vous a dérobée. J'aurais aimé vous inviter à l'INSA pour en voir plus, mais bon, Corona oblige, c'est fermé. Du coup, mes colocs ne le savent pas encore, mais ce soir, c'est after à la villa et vous êtes tous invités. Mais la musique, il y a ceux qui l'écoutent et ceux qui la font. Saisissez un crayon et un instrument. La peur de vous exprimer s'envolera et vous vous sentirez enfin libre d'être vous. C'est pourquoi aujourd'hui, moi qui ai envie de me sentir libre, c'est en musique que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur. Alors Benoît, si tu es là ce soir, celle-ci elle est pour toi. J'entends le son de sa voix qui à 8 heures me réveille. Il m'a même fait émerger de la soirée par un marraine. Son crâne brille à la lumière et sa beauté nous émerveille. Mais je te le dis ce soir, Benoît, j'aimerais bien être ta reine. Yeah, j'irai où tu iras. En amphi avec toi. J'irai où tu iras. Qu'importe l'horaire, je serai là, Benoît. J'irai où tu iras. En master avec toi. J'irai où tu iras, malgré le chômage, je serai là, Benoît. Voilà. J'ai exprimé librement ce que jamais je n'aurais pu dire si la musique n'existait pas. Pendant quelques secondes, j'ai été libre. Alors peut-être me diriez-vous que ce n'était qu'une illusion, une éphémère illusion, avant le retour à notre oppressive réalité. Une illusion ? Mais quelle illusion? Quelle illusion, puisque j'ai ressenti cette liberté. Et lorsque vous ressentez quelque chose, c'est que cette chose existe, quoi qu'on vous dise, et peu importe pour combien de temps. L'important est qu'au moment où vous la sentez qui vous saisit au triple la liberté, elle est bel et bien là, dans votre réalité. Alors certes, notre monde est basé sur l'oppression, et on ne fera pas la révolution armée de micros et de guitares. Et la musique, ni même l'art dans son intégralité, ne vaincront pas les oppresseurs, au contraire. Au contraire, on offre aujourd'hui aux artistes une liberté si grande que celle-ci en devient dangereuse. Les artistes connus et reconnus, sans eux, sont libres de tout, même de l'intolérable. Ils peuvent bien violer des femmes et des enfants, puisqu'ils seront récompensés ensuite d'un beau et prestigieux César. L'art rend les hommes libres, mais pas les femmes. L'art rend certains hommes libres, et c'est une liberté malsaine. Et la musique n'échappe pas à la règle, non. Patrick Bruel, Bertrand Cantat, Michael Jackson, combien d'autres encore abuseront de la liberté que leur offre leur notoriété avant que l'on agisse? Alors non, c'est clair. La musique ne nous offrira pas la liberté universelle dont on rêve tous. Mais cela, rien ne le peut. Car libre, on ne le sera jamais vraiment. L'oppression est immortelle. Et pour reprendre le flambeau des oppresseurs, les héritiers se pressent déjà. Regardez-les, ils sont partout les oppresseurs, dans les villes, dans les campagnes. Mais en revanche, pour ressentir la liberté, au plus profond de vous-même, la musique demeure votre meilleur allié. Et pour ça, rien de tel qu'un doux son de Bob Marley.
Chers jurys, chers chapitres, chers camarades, pour vous convaincre rapidement que la musique ne peut pas rendre les hommes libres et qu'elle peut même les rendre fous, je pourrais entonner quelques notes de Despacito ou d'un autre tube similaire et vous rendre ainsi davantage prisonnier que libre, puisqu'il vous faudrait assurément un certain temps pour vous défaire des rythmes insupportables et tenaces de ces musiques. Donc, par compassion et pour que vous restiez aussi libre que possible, je ne le ferai pas. Avant tout, il faut admettre que la musique, forme de poésie et moyen d'évasion, peut temporairement rendre les hommes libres et les sortir à la fois de leur quotidien et de leur existence, ennuyante ou aliénante. Mais cette liberté n'est qu'éphémère, fugace, évanescente. C'est une liberté fugitive et fuyante, une liberté insaisissable. Une semi-liberté en somme, et personne ne se satisfait d'une moitié de liberté. Par ailleurs, la musique pourrait rendre les hommes libres si seulement sa médiatisation, sa mise en valeur et sa diffusion prenaient en compte tous les hommes. Or, ce n'est pas le cas. Ce sont toujours les mêmes qu'on plébiscite. Alors, quelle liberté pour les artistes qu'on n'entend jamais? Quelle liberté pour ceux qu'on ne veut pas entendre? La musique n'a pas le pouvoir de rendre libres ceux qui restent enfermés dans le silence, murés dans le déni, oubliés dans le calme, insonorisés au milieu du vacarme, du tolérable et de l'acceptable. Parmi cette musique, toujours ni vraiment tolérée ni complètement acceptée, se trouve le rap, notamment. Le constat du manque de diversité dans le paysage radiophonique est criant. La diversité culturelle est pourtant reconnue comme un enjeu primordial. Mais la diffusion de la musique est lacunaire. Certains ont toujours plus la possibilité de constater et de profiter de leur liberté d'être diffusés et donc entendus, tandis que d'autres ont toujours moins la capacité d'éprouver et de vivre la leur. Pour illustrer cette réalité, on peut également comparer les meilleures ventes d'albums de l'année 2019 en France et les artistes récompensés aux Victoires de la musique le 14 février dernier. Parmi les meilleures ventes 2019, ça ne vous a pas échappé, le haut du classement comprend Angèle, Nekfeu, PNL ou Ninho. Et les Victoires de la musique récompensent normalement chaque année les artistes ayant marqué l'année de leur œuvre. Alors certes, Angèle a remporté une victoire, représentativité respectée. Mais le seul artiste rap nominé dans une catégorie était PNL. Et pour la catégorie de la meilleure création audiovisuelle, peut-être la catégorie la moins musicale des catégories des Victoires de la musique. Alors PNL a certes remporté la victoire, mais une seule victoire pour l'un des genres musicaux qui vend le plus de disques en France, c'est peu. Victoire d'autant plus nuancée par le fait que la meilleure création audiovisuelle est l'une des deux seules catégories ouvertes au vote du public. On imagine aisément que sans cela, le jury aurait largement été capable de choisir le live des vieilles canailles, autre nominé de la même catégorie. On ne parlera même pas du fait que les catégories sont passées de 13 à 8 et que la victoire de l'album rap de l'année a disparu. Merci pour la diversité. Parce qu'être libre, c'est exprimer ses idées, faire valoir son point de vue, proposer sa vision du monde, et pouvoir le faire sans contrainte et sans limite, et être reconnu par ses pairs pour cela, on peut dire que la musique ne rend pas les hommes libres. Romain Rolland, auteur français, a écrit « Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » Le rap notamment s'impose comme un moyen d'expression à part entière, libère la parole et propose une vision du monde originale, enrichissant le paysage musical. Le groupe IAM parle même de journalisme urbain. Le rap est une tentative pour ceux qui le pratiquent d'exorciser les maux dont ils souffrent et les douleurs qu'ils traversent, ou tout simplement d'être libre dans un monde où les opportunités ne sont pas toujours riches et nombreuses. Le rap est donc un moyen d'expérimenter la liberté, et la musique en général permet normalement de parcourir les possibles de la liberté. Sauf, bien sûr, si les artistes sont bâillonnés d'un commun accord, ou du moins si leur influence est limitée au minimum. Franchement, Alain Souchon remportant la victoire de l'album de l'année. J'ai rien contre Alain Souchon, mais entre 50 000 ventes et plus de 100 000 ventes en une seule semaine pour Deux Frères, le dernier album de PNL, et même près de 500 000 ventes en tout depuis la sortie de l'album le 5 avril dernier, le calcul est rapide, c'est 10 fois plus. Alors, on ne cherche pas à assimiler qualité et quantité, mais on souligne un manque criant de représentativité dans la diffusion, la médiatisation et la valorisation de certains artistes, manque qui cache en réalité une volonté assumée de dissimuler ou en tout cas de limiter l'influence de certains genres. Ainsi, je suis d'accord avec Emma, la musique finalement ne libère pas la parole de tous et ne libère pas tous les hommes. De la même façon que la vérité finit toujours par surgir et apparaître à la surface, on n'a plus qu'à espérer que, tels les MMS de Griveaux, un beau jour seront en haut de l'affiche l'ensemble des artistes français. Merci à tous.
Cher public, cher jury, bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Alors, au vu de la photo, non, je ne vais pas encore parler de PNL, mais à la place, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que l'ignorance? Qu'est-ce que ce mot signifie finalement? Est-ce que l'ignorance, c'est de ne pas savoir le contenu du dernier cours? Ou est-ce que l'ignorance est de se dire que manger une chauve-souris gisante dans de l'eau tiède, c'est vraiment une bonne idée? Ou est-ce que l'ignorance, c'est de partir à Louvain en 3e année? Bon, je l'avoue, c'est un peu classique. Mais est-ce que l'ignorance ne signifierait pas aussi de ne pas avoir connaissance du mot Alone 2? Ou est-ce que l'ignorance, c'est de se dire que finalement, la jambe gauche du gouvernement n'est pas si petite que ça, 49,3 cm, c'est pas mal. C'est tout cela à la fois. Il y a 1000 façons de définir ce qu'est l'ignorance. Pour certains, l'ignorance est un choix. Pour d'autres, l'ignorance est une peur. Et pour d'autres encore, l'ignorance est donner reconnaissance et prestige à une personne qui ne le mérite absolument pas malgré son talent. Rendons à César ce qui appartient à César. Mais revenons sur le sujet parce que je pourrais en faire tout un roman. La définition la plus simple sur laquelle nous allons nous attarder est celle qui stipule que vous êtes ignorant à partir du moment où vous possédez un manque profond, un manque de culture, un manque de savoir ou un manque de connaissances. Pour savoir ce que tout cela veut dire... À tes souhaits. Pour savoir ce que tout cela veut dire, vous n'avez juste qu'à faire un tour sur Twitter pour savoir de quoi il en ressort. Ainsi, en partant de cette analogie et de ce postulat, il m'est plutôt facile de vous écrier « Ne rigolez pas de votre propre ignorance ». Cependant, j'ai connaissance que c'est une affirmation que beaucoup pourraient et seraient tentés de remettre en cause, étant donné son auteur, professeur à mérite à l'IEP de Rennes, qui ne fait plus l'unanimité depuis l'épisode tragique mendésien. Mais à vrai dire, cet homme a plus que quiconque la crédibilité de donner un avis objectif sur la question. Effectivement, il fait preuve d'une véritable ténacité et d'une réelle conviction à continuer à donner cours à certains élèves qui ignorent si le pipi est vraiment stocké dans les couilles. Et qui osent, entendez-moi, en rigoler sur Internet par le biais de cette chose merveilleuse que les jeunes chômeurs appellent des mèmes. Quel courage de continuer à donner cours à des élèves qui ignoraient que Clémenceau n'avait pas fait la Seconde Guerre mondiale. Quelle honte! Cet homme fait véritablement preuve d'une grande passion et d'une grande patience, et je suis totalement admiratif devant cela. Mais vous allez sûrement m'arrêter, je suppose, et me rétorquer. Oui, Théo, qu'est-ce que tu nous baragouines là? On n'est pas bêtes, nous, on va pas rire de notre propre ignorance, gna 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 gna, et j'en passe. Il est vrai, je le conçois, rire de sa propre ignorance, c'est un concept qui peut vous sembler normal, voire naturel, pour vous, membres de la prestigieuse Institut d'études politiques de Rennes. Comment rigoler de quelque chose qui n'existe pas en vous, finalement? Effectivement, vous ne vous considérez pas comme des Cyril Hanouna, nom de Zeus, vous êtes de majestueux Stéphane Bern, vous n'êtes point des Delormeau, mais de sanguins Philippe Etchebest. Mais alors, comment vous aider à interpréter cette phrase, finalement? Était-ce juste de la spontanéité méprisante envers quelques élèves totalement stupides, de la pitié, une énième référence à nos bons amis de la fac ou d'IET, ou bien un simple comportement d'autodéfense tout à fait naturel face à un environnement hostile, à l'instar de royalistes cartonnant une Assemblée nationale générale? Mais la situation à mes yeux était beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Selon moi, Thibaut Tellier, en parlant de la sorte, de notre ignorance, était comme à son habitude d'une bienveillance sans faille. Et voulait vous illuminer sur une ignorance qui est pourtant existante en vous. Laissez-moi vous refaire la scène en fable. Science piste de gauche, en amphi ravagé, craignait dans son partiel un 0. Maître Tellier, par l'odeur alléchée, leur tint à peu près ce langage. Bon. J'ai corrigé les copies de vos partiels, et en réalité, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais je crois qu'entre vous et les étudiants de Rennes 2, il y a un peu le même problème. Vous ne pouvez pas tout miser sur votre savoir. Alors oubliez que vous n'avez aucune chance et foncez, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut toujours passer. Ah, ça vous fait rire? Ça vous fait rire parce que vous êtes ignorant? Ne rigolez pas de votre propre ignorance. Votre ignorance, et je vous l'assure, elle existe. C'est votre ennemi. Vous devez la combattre, car il vous fera défaut. Le savoir est une arme, et il vous fera être armé pour survivre dans ce monde. Car ignorance ne veut pas dire innocence. Vous vous rendez coupable de votre propre échec. En rigoler, c'est s'en accommoder, c'est l'accepter, c'est reconnaître que vous avez échoué, et c'est là que vous avez tort. Ne saisissez pas cette chose à pleine main. Débarrassez-vous-en par le travail et le sérieux. Rigolez de ce qui vous rend fort, de ce qui vous rend fier, pas de ce qui vous fait défaut et de ce qui vous manque cruellement. Est-ce que vous avez déjà vu un Normand rigoler du Mont-Saint-Michel, par exemple? Mais là, vous me direz, est-ce qu'il a vraiment dit ça? En effet, il l'a dit. Eh oui, il l'a dit. Mais la question ne réside pas ici, finalement. La chose qu'il faut comprendre par là, c'est que l'ignorance, c'est un peu comme rigoler devant « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»
Tout le monde est passé par là, il ne faut pas en parler car c'est douloureux, et il ne faut pas en rire car ça serait vous décrédibiliser aux yeux des gens qui ont compris qu'il ne fallait pas le faire. Tout le principe est là. L'ignorance, tout le monde en possède, mais la montrer, il ne faudra guère. Pourtant, en rigoler, c'est prouver qu'elle est vraie. Pour survivre dans cette société, la cacher tu devras, un peu comme Griveaux, en la cachant, plus courtois tu seras, car l'ignorance nous hante, comme l'ombre que l'on traîne, ou notre rire l'illumine comme un projecteur sur la scène. Mesdames, messieurs, voici l'ignorant parmi les ignorants qui vous parle. Rarement en amphi, celui de M. Tellier ne faisait d'ailleurs pas exception à la règle. Souvent, une rince-cochon à la main, jamais morose et toujours ignorant. Ce soir, je vous mets en garde. Les érudits cherchent à attiser votre jalousie. Tirés à 4 épingles, ils ne sont qu'étroitement prisonniers de leur propre mal-être. À 2 doigts du craquage, ils espèrent que leurs attaques cinglantes provoqueront chez vous la honte, le malaise, peut-être même la peur. Pour autant, face à cela, ne contenez pas vos rires pour leur rendre leur mépris. Ceux qui comptent les mots, comme ils comptent le moindre sou, sont ceux pour qui l'ivresse de la vie est victime d'un embargo. Alors, fier d'être soûl, je voudrais le faire sauter et clamer ma fierté d'être ignorant à notre cher double T. Que personne n'y voie là une attaque personnelle, ou bien même un signe de rébellion. Comme vous tous, j'adopterai ce ton insupportable lorsqu'il s'agira de vanter les mérites de notre belle école face à l'ignorance supposée des autres. Alors, ne vous persuadez pas trop que vous deviendrez l'élite. Ne soyez pas convaincus d'être les salvateurs de la nation. Je ne vous invite qu'à plaisanter, qu'à ignorer. Une fois repu de votre ignorance, alors seulement vous serez libérés. À mon sens, le rire est votre seule chance. Face au plafond de verre de l'ignorance, vous ne pourrez vous faire entendre autrement qu'en riant. Si vous avez été enfermé par l'habitus bourgeois qui règne dans cette école, gangréné par les fils de profs et les enfants de cadres, votre seule solution est le rire. Si vos corps ou vos cœurs sont prisonniers, faites-vous entendre en riant. Votre geôle n'est pas de plomb. L'humour et la dérision filtrent, traversent, franchissent. J'entame donc ici moi-même l'exercice d'autodérision nécessaire à mon intégrité mentale à travers le récit de ma double glissade lors du partiel d'histoire de l'Empire ottoman. D'abord, un premier échec certain, qui me vaudra sans aucun doute le droit de repasser l'épreuve en juin. Il faut dire qu'entamer les révisions la veille n'est jamais bien senti. J'ignorais tout de l'Empire, mais surtout, j'avais ignoré cette flaque lors de mon chemin aller vers la pause pipi. C'est cette double ignorance qui, je ne le savais pas encore, allait provoquer ma chute. À la manière de la jambe gauche du gouvernement Macron, j'ai glissé. À la manière de Constantinople, en 1515, durant la bataille de Marignan, je me suis effondré. Mais, à la manière de tout ignorant qui se respecte, j'en ai ri. Contrairement à ce que certains tentent de faire penser, le rire est une marque d'intelligence. Alors, rire des propres limites de celle-ci, quoi de plus homérique ? Il est la preuve de la pérennisation d'une lutte au mérite, sans effusion de sang. Les censeurs, les vrais ignorants de ce monde, essaieront ainsi toujours de l'interdire. Refuser aux autres le droit de rire de leur propre ignorance n'est qu'un moyen lâche de se protéger de la leur, ou pire, de s'apercevoir qu'ils l'ont épuisé jusqu'à avoir épanché leur soif de savoir, mettant ainsi un terme à leur raison d'exister. Quoi que vous fassiez, vous êtes condamnés à faire ce choix tôt ou tard. Reconnaître votre ignorance, au risque de ne jamais obtenir les gratifications promises, ou bien passer votre vie à vous mentir, à rejeter la faute sur l'autre, à faire taire vos rires, au risque de les voir un jour devenir muets. Alors je vous en prie, continuez à être des ignorants, mais par-dessus tout, continuez à en rire. Ne vous laissez jamais corrompre par les effluves dangereux, des airs graves et des discours prétentieux.
Alors je vous le dis, monsieur Tellier, mais je vous le dis à vous tous aussi. On est bête, certes, mais on est heureux.